Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pierre Moscovici. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, commissaire européen aux affaires économiques et financières. Alors, l'agenda diplomatique a été assez fourni depuis quelques jours pour le président Macron. Réunion de l'OTAN, on a eu aussi c'était à Bruxelles, sommet du G7 en Italie, en Sicile. Est-ce un sans faute selon vous sur la scène internationale pour le président Macron ? C'est ce que disent les médias. Je pense que les choses se passent bien, mais je ne vais pas porter là de jugement sur le président. Simplement, il donne l'impression d'être un homme qui sait où il va et qui a trouvé sa place spontanément, aisément, dans la scène internationale auprès de ses pairs. Donc vous pourriez reprendre l'expression parcours sans faute, c'est vrai qu'on le lit un peu après je le trouve, pardonnez-moi, un peu journalistique. Ce pays est en train de vivre des élections. On ne va pas donner des notes. Je dis simplement que c'est un président qui trouve sa place vite, bien, facilement. Parmi ses pairs, il avait d'ailleurs une certaine expérience puisqu'il avait été le Sherpa d'un autre président de la République sur des sujets qu'il connaît bien. Et moi, je me réjouis qu'il soit là, à cette place, avec cette facilité parmi les chefs d'État et de gouvernement, parce qu'il faut que la France occupe un rang qui est le sien, qui est celui d'être un des 7 grands pays industrialisés, un membre permanent du Conseil de sécurité, et qu'elle puisse parler clair, avoir un rôle pilote en Europe et dire aux États-Unis, à la Russie, qu'il y a aussi là une voix qu'il faut entendre. Alors justement, à propos des États-Unis, c'est anecdotique, mais quand même, cette poignée de main que vous avez vue très virile, ça vous fait sourire entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Non, c'est pas que ça me fait sourire, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de l'anecdote. On va en sortir très rapidement, c'est juste parce que ce matin, c'est Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, qui était sur France Info, qui a dit la diplomatie à coup de poignée de main. Moi, j'y crois pas trop. Qu'en pense l'ancien ministre des Affaires européennes que vous avez dit, que vous n'avez pas oublié? Je pense que les relations interpersonnelles dans la diplomatie, à un certain niveau, c'est très important. Et que donc marquer avec le président américain qui a là un interlocuteur qui ne va pas se laisser écraser la main, qu'il y a une forme de rapport de force, c'est très bien. Et donc c'est pas anodin, comme le dit Emmanuel Macron lui-même. Ensuite, c'est sur le fond qu'on va juger la relation entre la France et les États-Unis, et c'est dans la durée, sur la qualité des échanges, et notamment sur la capacité à faire ou pas bouger les États-Unis sur ce que sont, non pas leurs lignes rouges, mais leurs réticences, sur le multilatéralisme, sur le protectionnisme, et surtout sur le climat qu'on jugera cette politique. Mais oui, il a bien fait. Bon, il fallait pas se laisser, pas se laisser faire. Donc il a eu raison. Et ça permet aussi, à l'égard d'un homme comme Donald Trump, qui manifestement est un homme qui a des qualités et des défauts, mais une certaine spontanéité, de lui faire comprendre qu'il a en face de lui quelqu'un qui a la main ferme. Bon, on verra ça au moment de prendre les décisions. C'est là où on voit si la main est ferme, c'est quand il faut trancher. Absolument. Mais c'est bien. Bon, on finit sur le marathon diplomatique qui se poursuit aujourd'hui. Vous le savez, avec la réception donc, de Vladimir Poutine sous les lambris du château de Versailles. Emmanuel Macron qui a admis que Vladimir Poutine est dans une logique de rapport de force, c'est ce qu'il disait hier au JDD. Que doit lui dire le président français, alors qu'on sait que Moscou donne quand même souvent le sentiment de parier un peu sur le délitement de l'Europe, justement? Mais je ne sais pas ce qu'Emmanuel Macron va dire, il est assez grand pour le faire lui-même, à Vladimir Poutine. Mais je pense qu'il est en effet important que les Russes sentent qu'il y a un nouvel élan en Europe, une nouvelle volonté d'unifier l'Europe, et qu'il y a en France un président qui a vraiment cette volonté-là. C'est, me semble-t-il, le message central. Ensuite, il y a toute une série de sujets, notamment sur l'Ukraine, où il faut être capable de dire à Vladimir Poutine qu'il y a des limites dans l'intrusion et que la France veillera, par exemple, au respect de ce qu'on a appelé les accords de Minsk et aussi qu'elle attache de l'importance à l'essor de l'Ukraine, à l'indépendance de l'Ukraine, à l'autonomie de l'Ukraine. Mais il y a toute une série de sujets diplomatiques entre deux. Et là encore, il faut établir une relation qui soit une relation de confiance, parce que la Russie est un partenaire important et le fait de recevoir Vladimir Poutine à Versailles marque l'importance qu'on lui accorde, mais en étant aussi ferme sur les prix. Alors, avant de parler justement de l'Europe et d'Europe, un mot sur celui qui occupe le fauteuil qui a été le vôtre. Vous n'avez pas oublié, vous étiez ministre de l'économie entre 2012 et 2014. Non, je n'ai pas oublié du tout, non. Est-ce qu'il fera, selon vous, il ferait un bon ministre de l'économie? Vous le connaissez? Quels sont vos rapports? Encore une fois, vous essayez de me donner donner des impressions. Moi, je suis peut-être maintenant d'une autre époque, mais je pense qu'il faut juger les gens non pas sur les impressions, mais sur l'action, et que les choses sont encore un peu récentes pour porter des jugements définitifs. Vous l'avez rencontré? Mais je connais bien Bruno Le Maire, que j'ai rencontré la semaine dernière à l'Eurogroupe
à Bruxelles, que je verrai mercredi à Bercy. Ce sera notre premier contact officiel bilatéral. C'est un homme qui a de l'expérience, qui a de l'entre-gens, qui a de l'énergie. Mais ensuite, c'est à lui d'affirmer ses options sous la houlette, sous l'autorité du président de la République. En tout cas, moi et la Commission européenne, bien sûr, nous sommes tout prêts à coopérer étroitement avec le nouveau ministre de l'économie et des finances français, parce qu'avoir un ministre de l'économie français qui tienne sa place dans l'Eurogroupe, c'est aussi d'importance majeure. Et je dois dire que ces débuts, lors de la première réunion de l'Eurogroupe, ont montré tout de suite une certaine aisance et une volonté de compter. Et vous pourriez lui dire, comme l'a dit il y a quelques jours Jean-Claude Juncker, il a dit cette phrase qui est très intéressante à propos de la France. Nous sommes confrontés avec la France à un problème particulier. Les Français dépensent trop d'argent et ils le dépensent au mauvais endroit. Encore une fois, propos signé Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Alors, vous pourriez en dire tout autant, notamment Bruno Le Maire. On va entrer là dans les sujets de fond, qui sont les sujets du rapport entre la France et l'Union européenne. Je souhaite, moi, que la France, encore une fois, soit un pays moteur dans l'Union européenne, qu'elle soit à la tête d'une refondation de l'Union européenne, aux côtés de l'Allemagne et sur la base de propositions de la Commission européenne. La Commission européenne va d'ailleurs faire des propositions cette semaine sur l'avenir de l'Union économique et monétaire, sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. Et je souhaite, moi aussi, qu'il y ait un budget de mais on va en parler de ça, mais vous partez sur autre chose, là. Non, je ne pars pas sur autre chose, parce que je pense que c'est ça l'important. L'important, c'est que la France soit dans le peloton de tête, qu'elle soit leader en Europe. Et pour être leader en Europe, il faut aussi être exemplaire chez soi. Car c'est très compliqué de dire aux autres voilà ce qu'il faut faire, quand soi-même on apparaît comme étant, sur certains plans, à la traîne. Et donc, cette exemplarité, elle doit se manifester sur deux terrains. Il y a d'abord le terrain des réformes. Et vous avez vu que nous avons adressé des recommandations à la France sur les réformes à faire. Et il y a le terrain de la maîtrise des déficits. Et de ce point de vue-là, mon message, il est clair, simple, net, et il a un rapport avec la dépense publique. Il est que la France, maintenant, est, selon nous, à 3% en 2017. Enfin, ça fait 10 ans qu'on l'attend, et qu'il faut passer sous 3% de déficit, que c'est jouable, que c'est à portée de main, qu'il faut les efforts limités. Mais on vous sent pas à l'aise avec cette sortie de Jean-Claude Juncker? C'est pas des propos que vous pourriez reprendre aussi? La France dépense trop et au mauvais endroit? C'est pas ça la réalité? Je respecte toujours les propos du président de la Commission, je les partage, mais simplement je les exprime de manière un peu différente, parce que dans ma responsabilité... C'est trop abrupt de dire ça comme ça? Non, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un dialogue fructueux avec la France pour qu'elle remplisse ses obligations en matière budgétaire. Je crois ça très important. Et moi, je ne veux pas être dans une attitude de pression, dans une attitude de menace, dans une attitude de sanction. Non, je suis dans une attitude de dialogue. Je pense que c'est par le dialogue, par l'incitation, par la conviction qu'on parvient à faire des réformes qui sont des réformes courageuses et enfin à réduire les déficits. Je vais vous donner quand même une information. C'est qu'en 2018... j'allais vous en parler. La France sera le dernier pays à politique inchangée, à être au-dessus des 3%. On est les cancres, c'est ça? On est les cancres. C'est pas une question de... Encore une fois, vous voulez me faire porter des jugements de valeur. Moi, j'essaie de me baser sur des faits. En 2011, il y avait 24 pays en procédure de déficit excessif. Aujourd'hui, il y en a 4. En 2018, il devrait y en avoir 0, si tout va bien. Et d'après les projections qui sont les nôtres, le seul pays à politique inchangée qui serait légèrement au-dessus de 3%, c'est la France. C'est la France. Alors, 3,2, c'est pas un problème, parce qu'avec un ajustement structurel minimum, vous parvenez à être en dessous de 3%. Encore faut-il en avoir la volonté et en prendre Pierre Moscovici, le déficit structurel de la France se dégrade. C'est bien ce que j'expliquais. Je disais avec un effort structurel minimal et le pacte de stabilité et de croissance qui n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel, qui a été voulu par les États membres, qui est respecté par tous, donne là-dessus des directives ou plutôt des directions extrêmement claires. Pourquoi la France ne les respecterait-elle pas? Et d'ailleurs, je voudrais faire une remarque plus générale encore. C'est que s'il y avait un lien direct entre faire plus de déficit et la croissance, ça se saurait. Ça saurait. Et je constate que la France n'est pas la championne non plus de la croissance, puisqu'elle est à 1,4% dans nos prévisions, alors que la zone euro est à 1,8%. C'est QFD. Donc, je le redis, exemplarité sur les réformes, exemplarité sur le déficit, c'est le bon chemin pour être leader en Europe, c'est ce que je souhaite et je crois que c'est tout à fait possible. Je pense que c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Mais ça, c'est ta politique inchangée. Et nous allons continuer ce dialogue. Quand on passe de 3,2 à 3%, 0,2 c'est 4 milliards, c'est vrai que c'est pas très compliqué a priori pour y arriver. La croissance, quand même. Mais bien sûr, sauf qu'il y a un programme, il était élu sur un programme et s'il doit vraiment respecter en 2018 Emmanuel Macron ces 3%, il s'y est engagé, ça veut dire qu'il n'aura pas de marge de manœuvre pour tenir
ces promesses, notamment il y a beaucoup, vous le savez, de baisse d'impôts prévues, taxes d'habitation, ISF, prélèvement libératoire forfaitaire sur les revenus capital à 30%. Il n'a plus de marge de manœuvre. Mais, moi, si je reprends la campagne du président désormais, Emmanuel Macron, qu'a-t-il dit? Il a dit, la France sera en dessous de 3%, elle respectera ses engagements de finances publiques. Et je pense que c'est une excellente chose. Et il a d'ailleurs été le seul pendant cette campagne à prendre cet engagement. Maintenant, il s'agit de le tenir. Et je n'ai pas de doute que le président souhaitera tenir les engagements du candidat. Deuxièmement, il a présenté un chemin, une trajectoire de finances publiques pour y parvenir, qui comporte sans doute tout ce que vous avez dit, mais aussi des économies, des efforts structurels. Et je pense que le budget, le projet de loi de finances 2018 doit être bâti autour de ces deux engagements, être sous 3%. Ça vous semble conciliable et avoir une trajectoire équilibrée. De l'économie, ça vous semble conciliable vu toutes les baisses de dépenses, les baisses d'impôts, pardon? Bien sûr, ça me semble conciliable. Vous savez, la France, je me souviens en effet d'être devenu ministre de l'économie et des finances au début d'un quinquennat. C'est pas défini, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, c'était 5,2% de déficit à l'été 2012. 5,2. Là, on est à 3. C'est quand même une situation qui est meilleure. Vous savez, la moitié de la baisse du déficit, la moitié de la baisse du déficit public, vous savez d'où ça vient? La Cour des comptes l'a dit, 40% de la baisse du déficit public vient des taux d'intérêt qui sont très très bas. Merci Mario Draghi. Merci Mario Draghi, mais je veux aussi rappeler quand même que la croissance était à 0,5 points, qu'elle était à 1,4. Donc c'est quelque chose qui est quand même aujourd'hui beaucoup moins douloureux. Et donc je pense qu'il faut le faire, je pense que c'est faisable. Et en effet, même si vous défalquez ces 40%, mon estimation serait légèrement inférieure. La Cour des comptes. Oui, que je respecte profondément, étant moi-même un membre de la Cour des comptes, mais tout de même, je pense que c'est un tout petit peu moins. Mais enfin, même en défalquant ça, vous avez quand même une baisse du déficit de l'ordre de 1,5 points, ce qui veut dire que pendant les années Hollande, qu'on a pu critiquer, le déficit a quand même baissé en moyenne de 0,3 aussi. Mais bien sûr, je le sais, c'était assumé, puisque nous étions à l'été 2012 et qu'il fallait précisément sortir de la France de la crise alors que les spreads se tendaient fortement. Et donc nous avons pris la seule décision qui était à notre disposition, c'est de faire une hausse d'impôts. Il aurait fallu pour le coup que ce soit un one-shot, qu'on ne reproduise pas, ce qui m'avait conduit l'année suivante à parler d'un ras-le-bol fiscal. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Toujours est-il que les déficits ont baissé de 0,3 points par an. Et je ne vois pas pourquoi, avec ce nouveau président qui a cette volonté européenne, qui a cette conviction européenne, et avec la trajectoire de finances publiques qu'il a dessinée, pourquoi il serait impossible d'en faire autant. Je ne le vois pas et je ne crois pas que ce soit bon ni pour la France ni pour l'Europe. Mais encore une fois, nous allons dialoguer sur tout ça et je n'ai pas de doute que les solutions seront trouvées. Un petit mot sur justement sur ces mesures fiscales derrière, le prélèvement libératoire forfaitaire à 30%, la baisse des charges sociales compensée par une hausse de la CSG, l'ISF recentré sur l'immobilier, la suppression de la taxe d'habitation. Pour vous, tout ça va dans le bon sens en matière économique? J'ai pas de jugement à prononcer là-dessus. Vous savez, je commence à avoir une petite expérience de tout ça et je crois qu'il faut vraiment que la Commission européenne, l'Union européenne, fixe un cadre. Que ce cadre, ce soit celui d'engagement partagé. Ces engagements partagés sont d'ailleurs inscrits dans le pacte de stabilité et de croissance. Et le mot pacte signifie aussi qu'on y a consenti. Ensuite, je pense qu'il faut une grande liberté de moyens pour les États membres de mener la politique économique qu'ils ont choisie. Les moyens sont bons là et les moyens sont ceux qui sont choisis. C'est-à-dire c'est la démocratie, il va y avoir les élections législatives, il y aura une majorité qui en sortira, elle confirmera ou pas, elle donnera au président de la République les moyens d'agir de toute façon, et à partir de ce moment-là, il mènera, et avec son gouvernement, la politique qu'il entend choisir, et ce sera sur le terrain de l'efficacité qu'elle sera jugée in fine. Ça s'appelle la démocratie. Et la Commission européenne n'est pas là pour tuer la démocratie. Bref, je n'ai pas à moi me substituer. Il y a une chose que je détestais quand j'étais ministre des Finances, et que je déteste maintenant de l'autre côté quand je suis commissaire, c'est la Commission européenne qui vient tenir la main des États membres en leur disant ce qui est bien ou pas. Non, il y a des choix démocratiques qui ont été faits, ils s'appliqueront, et on verra s'ils fonctionnent tout simplement. C'est un test de crédibilité, cette réforme du marché du travail. On sent que le président veut aller vite. A priori, les ordonnances seraient passées, on ne parle pas des ordonnances là, mais fin septembre, c'était pour situer un peu les choses. C'est un test de crédibilité pour le président Macron, justement de montrer à l'Europe justement que Francis Bach et que là pour le coup les réformes, on va les faire. C'est sa volonté. C'est là-dessus qu'il a été élu, ça fait partie de sa feuille de route. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de la recommandation que la Commission européenne fait à tous les États membres, dont la France, et parmi nos 3 recommandations, il y en a une qui porte sur la réforme du marché du travail. Nous insistons notamment sur une dimension qui est fondamentale, qui est la dimension de la formation professionnelle, parce que nous pensons qu'il faut faire plus en la matière pour élever le niveau de qualification de la main-d'œuvre. Et puis, il y a une autre remarque que la Commission européenne fait traditionnellement, c'est que nous souhaitons toujours équilibrer la flexibilité et la sécurité. Et je crois que la dimension dialogue social est une dimension
extrêmement importante dans la définition de la réforme, dans son assentiment, puis dans sa mise en œuvre. Le dialogue social, c'est sans doute la clé de la réussite ou non de cette réforme du marché du travail. On l'a dit, il y a beaucoup de baisses d'impôts dans les propositions du président Macron qui seront mises en place en 2018. Je vous sens peu amène, en tout cas peu ouvert à l'idée qu'il y ait un nouveau délai. Il n'y aura pas de nouveau délai pour la France si vous vous rendez compte qu'avec le budget, le projet de budget 2018, on ne sera pas dans les clous. Il n'y aura pas de nouveaux sursis ou avec un donnant possible en disant voilà, pour une fois, les vraies réformes du marché du travail, on les fait. Il faut poser la question de manière un tout petit peu différente, à mon avis. La question n'est pas de savoir s'il y a ou s'il y aurait un délai, etc. Je crois simplement qu'il vaut mieux pour la France et pour l'Europe qu'elle tienne ses engagements. Parce qu'en toute hypothèse, aller au-delà de 2018 serait un signal donné qui est que la France fait cavalier seul, mais cavalier seul en étant le seul pays en procédure de déficit excessif. Je ne vois pas en toute hypothèse à quoi ça sert. Je ne vois pas en quoi la crédibilité, le crédit économique et politique du pays serait renforcé. Le respect des engagements devant les Français, il a été élu pour ça, il déroule son programme. Encore une fois, vous faites dire à Emmanuel Macron quelque chose qu'il n'a pas dit, ou quelque chose que je n'ai pas moi lu. Il a toujours dit qu'il voulait respecter le 3%. Je prends la parole du président au sérieux. Et je pense que c'est en effet l'intérêt de la France de ne pas être le dernier pays de la zone euro en procédure de déficit excessif. Même la Grèce, maintenant, est en train d'en sortir. Le Portugal en est sorti. La Croatie en est sortie. L'Espagne en sortira. Donc faisons ça, tout simplement. Ne raisonnons pas comme s'il y avait un programme dépensier et non crédible. Ce programme, il est tout à fait finançable et c'est le projet de loi de finances 2018 qui dira quels sont les choix effectivement faits. On peut aussi étaler les choses d'une année sur l'autre. Je ne suis pas, moi, pour le coup, à Bercy. Mais je pense franchement que le discours réforme contre délai n'est pas un discours qui doit être tenu, tout simplement parce qu'on peut faire des réformes et tenir les délais en même temps. Et je pense que ce que l'Europe attend, ce que les Allemands attendent aussi, c'est une France crédible, qui fait des réformes fortes, une France crédible qui maîtrise ses finances publiques. Et dans ces conditions-là, je pense en effet que nos amis allemands peuvent comprendre qu'il faut qu'ils investissent plus pour le compte de la zone euro et qu'il y a aussi... Avec leurs 8 points de PIB d'excédent extérieur. Ils ont près de 9 points de solde courant, ils ont d'excédent de solde courant, ils ont un déficit, un excédent budgétaire de 0,5 points de PIB, donc ils ont des marges de manœuvre pour investir pour les autres. Et puis je pense que nos amis allemands peuvent aussi comprendre à partir de là que la France étant un partenaire de confiance, un partenaire crédible, oui, on peut faire plus pour la zone euro et on peut aller vers ces instruments nouveaux que sont un ministre des Finances de la zone euro, un budget de la zone euro. C'est totalement ce que dit Wolfgang Schäuble. On sait que vos positions sont très proches de celle d'Emmanuel Macron, avec effectivement un budget commun, je les ai depuis 2013. Absolument de la zone euro, qui serait contrôlé par un parlement de la zone euro. Sauf que Wolfgang Schäuble, il a fait une contre-proposition, ça n'a rien à voir. Il parle de transformer le mécanisme européen de stabilité que vous connaissez bien en espèce de FME, de FMI européen. Sauf que c'est pas tout à fait pareil, parce que pour toucher les sous du MES, il faut passer sous les fourches codines. Et derrière mener des politiques monétaires, des politiques budgétaires plutôt austéritaires. Enfin, il y a une divergence très forte entre ce qu'ont envie de faire les Allemands en termes de réforme de la zone euro et ce que veut faire la France et l'interlocuteur d'Emmanuel Macron, c'est Angela Merkel. Et Wolfgang Schäuble, je pense qu'il peut aussi comprendre que la France, qui pour le coup ferait des réformes et qui serait crédible sur le plan budgétaire, peut attendre de l'Allemagne quelques bougées. Mais c'est vrai que les choses sont très différentes. Le Fonds monétaire européen, c'est une version extrêmement intergouvernementale qui n'est pas une version très démocratique, puisque en réalité, on confierait à une instance totalement technocratique le pilotage des programmes en zone euro et aussi la surveillance des politiques budgétaires. Et le Parlement serait consulté. Le Parlement serait vaguement consulté. Pas très démocratique, moi, je pense qu'il faut vraiment aller vers un système qui soit à la fois plus actif, proactif, avec un budget de la zone euro qui soit là pour investir et pour lutter contre le chômage, et avec un contrôle démocratique. Vous avez vu qu'il y a eu des fuites que je regrette, sur les minutes de l'Eurogroupe sur la Grèce, il y a 10 jours. Je les regrette parce que c'est toujours mauvais, et puis en plus, il semblerait qu'elles puissent venir de service de la Commission, je souhaite qu'on y fasse le clair. Mais ces minutes révèlent quelque chose. Elles révèlent qu'on ne peut, entre quatre murs et hors de tout contrôle démocratique, on décide de l'avenir d'un peuple. Moi, je ne souhaite pas que ça marche comme ça. Je souhaite vraiment qu'il y ait un budget de la zone euro qui soit contrôlé démocratiquement. C'est pas ce que souhaite l'Allemagne aujourd'hui. Et ça veut dire un pilotage
c'est le rôle du ministre de l'économie et des finances, ça veut dire un contrôle, c'est le rôle du Parlement de la zone euro. Je ne vous dis pas que c'est ce que souhaitent les Allemands. Ben non. Je dis simplement que les Allemands peuvent davantage comprendre qu'il faut évoluer dans ce sens-là s'ils ont le sentiment que tout le monde prend sa part de l'effort collectif. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et là, je pense qu'il faut assumer avec Wolfgang Schäuble, que je respecte, qui est un homme pour qui j'ai de la plus grande admiration, avec qui je travaille très bien depuis 5 ans, mais il faut aussi assumer d'avoir ses idées et de lui présenter ses idées. Il ne faut pas penser je pense que qu'il a compris nos idées, il a compris les idées de la France. C'est pas, quand vous dites l'Allemagne ne veut pas, très bien. Et ça veut dire juste qu'on est dans un dialogue et qu'il faut se convaincre les uns et les autres et que pour le coup, il faut trouver un trade-off, un échange. Et pour moi, le bon échange, c'est aller plus loin sur la zone euro, avec une France qui est plus crédible sur le plan des réformes et sur le plan budgétaire. Alors il y a le trade-off et il y a le one-off. Je voulais vous en parler aussi parce que, alors c'est un peu technique, mais le gouvernement français risque d'avoir besoin de vous sur la question, ça sera en 2018, de la transformation. Vous savez ce que c'est que le CICE? Oui, on l'a créé. Absolument, qui sera donc transformé en baisse de charges pérenne pour les entreprises. Le hic, il y a un hic, c'est que le crédit d'impôt 2017 est versé en 2018, plus les charges pérennisées, ça fait 20 milliards d'euros, un point de PIB à rembourser, enfin en tout cas qui viendrait en plus se rajouter au déficit public. Je vous vois sourire, vous me voyez venir. Est-ce que la Commission européenne, est-ce que vous seriez prêt à négocier justement ce qu'on appelle un one-off, c'est-à-dire que voilà, sortir ce un point de PIB, cette dépense publique, du calcul du déficit, d'être ouvert à la négo, ou est-ce que c'est niette? Mais je ne suis pas monsieur Niette. Je suis toujours ouvert au dialogue et à la négo. Et je ne veux surtout pas me mettre dans la position de je ne sais quel censeur. C'est un point de PIB, c'est énorme. C'est un point de PIB. C'est pas, on passe de 3 à 4% de déficit. Et donc tout se discute. Ah, mais vous êtes ouvert. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que je vais déjà attendre le projet de loi de finances 2018 pour savoir ce qu'est la réalité de ce mouvement ou non. Et la deuxième chose, c'est que je pense vraiment, et je vais le répéter, qu'il faut mieux que la France passe en dessous de 3% en 2018. Donc, mais ça veut dire donc 20 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique en plus? S'il faut financer c'est la tambouille. Non mais ce que je voulais voir, c'est s'il y avait une porte qui était entrouverte ou si la Commission serait inflexible sur... La question va se poser, même sur un temps de projet de budget, la question va se poser. Je refuse de me placer en juin, en mai encore 2017, dans les conditions... La question va se poser. Je reviendrai à ce moment-là pour vous en parler. Mais honnêtement... Il n'y a pas eu d'échange entre vous et les équipes de Macron? Il n'y a pas eu d'échange pour l'instant sur ce sujet-là? Je vois le ministre de l'économie et des finances mercredi et je rencontrerai rapidement le président de la République, comme c'est normal d'ailleurs pour le commissaire français. Le commissaire français rencontre toujours le président de la République, c'était le cas avant moi, j'espère que ce sera le cas après moi et c'est très important d'avoir ce dialogue-là, en plus dans les fonctions qui sont les miennes. Mais je ne veux pas, encore une fois, me placer en position de censeur, en position... de prescripteurs. Les dialogues sont ouverts dans tous les sens, mais donc la porte est entrouverte. On sent comme la porte est entrouverte. Il faut aussi qu'on comprenne ce que sont les règles, ce que sont l'esprit des règles et ce qu'est l'intérêt de la France. Et pour moi, l'intérêt de la France et l'intérêt de l'Europe, en l'occurrence, ils se confondent. Et je crois que plus la politique budgétaire respecte le pacte de stabilité et de croissance, comme le président Macron s'y est engagé pendant sa campagne, plus le crédit de la France sera élevé et plus sa capacité à transformer l'Europe avec ses partenaires, avec la Commission, sera présente. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, nous allons nous présenter nos propositions le 31 mai pour que la zone euro, elle ait une gouvernance démocratique plus forte, qu'elle finalise l'union bancaire et qu'elle soit capable aussi d'aller vers une capacité d'investissement, une capacité politique plus importante. Deux questions très rapidement, parce que je voulais avoir votre réaction là-dessus, Pierre Moscovici. Il y a des journaux allemands qui ont rapporté la semaine dernière la bataille qui se livrerait dans la coulisse sur le choix du prochain président de la BCE. C'est 2019, c'est pas tout de suite. Les Allemands souhaiteraient y placer l'un des leurs, Jens Weidmann, le président de la Bundesbank, qui a souvent critiqué la politique monétaire de Mario Draghi. C'est légitime comme souhait de dire on a eu un Français, Jean-Claude Trichet, on a eu Wim Duisenberg, néerlandais, on a eu un Italien pour remettre un Allemand. En termes nationaux, tout se comprend. Wolfgang Schäuble lui-même a dit que la question n'était pas posée aujourd'hui et je crois qu'elle ne doit pas l'être. Pour moi, ce qui compte, c'est l'orientation de la politique monétaire. Elle serait différente avec Jens Weidmann. Et de ce point de vue-là, vous avez dit tout à l'heure, merci Mario pour le budget français, je veux dire la très grande admiration que j'ai pour Mario Draghi, pour sa capacité de communication, pour sa vista et pour la guidance qu'il a donnée à la Banque Centrale Européenne. Je pense qu'on a besoin, là, de continuité dans l'orientation. On ne l'aurait pas.
Avec Jens Weidmann, on l'aurait pas. Il est très critique. Alors, parfois, la fonction crée l'organe. Fait l'homme. Fait l'homme, je ne sais pas. Et donc nous allons voir. Il est constant dans les critiques. Il est constant dans ses critiques. Je sais, mais c'est aussi un homme extrêmement brillant, tout à fait francophone, oui. Sympathique. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans la même position quand on est le président de la BCE et quand on est le gouverneur de la BUBA. Mais encore une fois, c'est une question extrêmement vraiment politique. Non seulement politique, mais prématurée. Et il faut que Mario Draghi ait la confiance de tous pour mener à bien le mandat fondamental qui est le sien et qu'il mène de manière absolument remarquable. Bon, dernier point, Pierre Moscovici, sur la question de l'harmonisation fiscale. Il y a un texte de la Commission qui ambitionne bien que, en gros, toutes les multinationales payent leurs impôts dans les pays où elles réalisent leurs profits. Ça semble évident, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce texte il est ambitieux, sauf qu'il piétine. Est-ce que vous pouvez admettre que, parce qu'il faut voter le texte à l'unanimité, parce que l'Irlande et le Luxembourg n'y est pas favorable, vous reconnaissez que ça piétine? Il faut trouver des bons compromis. On en a parlé. Non, c'est pas lent parce que la proposition de la Commission, elle a quelques semaines. Et ça a été juste la deuxième discussion que nous avons eue la semaine dernière au Conseil ECOFIN, où j'ai vu en effet de très forts soutiens, dont le soutien français, dont le soutien allemand, qui sont très importants. Et j'ai vu aussi des réticences. Il va falloir travailler tout ça. Il faut trouver un bon compromis. Mais encore une fois, là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent. Comment peut-on envisager un monde dans lequel les multinationales, parce qu'elles ont des armées de conseillers juridiques et fiscaux, ne payent pas les impôts, créent leurs profits et j'ajoute leur juste part d'impôts. C'est le monde d'avant, ça. Moi, je suis pour un monde où la révolution de la transparence s'impose et je suis aussi pour un monde où les entreprises gagnent sur les charges administratives en ayant une assiette commune consolidée. J'ajoute que dans notre texte, nous avons fait des incitations à l'investissement, notamment dans la recherche, et en particulier dans la recherche en matière de digital, qui sont fantastiques. Et donc c'est un très bon texte, il faut l'examiner positivement. Mais il faut aussi l'unanimité, et pour l'instant, oui, mais il faut un soutien très fort, notamment de la part des grands États de la zone euro, et je compte beaucoup sur la France pour être là aussi dans le poste de pilotage pour que l'ACCIS, l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, voit le jour. C'est la convergence fiscale minimale. Alors nous sommes fixés 2020-2021 pour la mise en œuvre. Il faudrait que la décision soit prise dans le courant de l'année qui vient à partir de maintenant. Mais les compromis, il y en a toujours, mais il faut que les compromis soient positifs, progressistes. Et je ne transigerai pas là-dessus. Je suis prêt à faire des compromis, mais pas sur n'importe quoi et pas en abaissant le niveau d'ambition au-delà de ce qui serait tolérable. Bon, voilà. On en reparlera tranquillement quand vous reviendrez la prochaine fois. Absolument. Et on parlera du one-off. Donc ça sera pas avant l'automne, tout ça. Bon, je pense qu'il faut voir tout ça au moment du PLF 2018. Vous savez qu'entre septembre et en novembre, il y a un dialogue constant entre la Commission et les États membres, et c'est à ce moment-là on verra s'il y a un one-off possible ou pas. Et pas seulement ça. Encore une fois, l'orientation de la politique budgétaire française, pour moi, elle doit être claire. C'est la poursuite raisonnée de la réduction des déficits pour la crédibilité du pays. Pour être sous les 3%. Et pour être sous les 3%, ce qui permettra de mettre de côté, pour un moment, cette procédure de déficit excessif, et ce sera une bonne nouvelle pour la zone euro. Depuis le début. Mais encore une fois, en 2011, 24 États membres sur le déficit excessif. Aujourd'hui, il doit en rester 2. Voilà. Et non, et ce n'est pas la place de la France. La France n'est pas dans les 2 derniers. La France doit être en tête, dans le poste de pilotage. C'est ce que veut le président de la République, Emmanuel Macron. C'est ce que je souhaite aussi. Bon, voilà. Merci d'avoir été avec nous. Pierre Moscovici, donc le commissaire européen aux affaires économiques et financières. Merci. Au revoir.